Bonsoir à tous, merci d'être si nombreux à vous être inscrits. On est quand même largement au-dessus des 1000, on est à 1600 inscrits. Vous êtes 152 déjà à être présents et il y a plein de gens qui sont en train d'arriver. Eh ben, on a le plaisir ce soir de retrouver, puisqu'on l'a déjà eu de temps en temps, notre ami, le grand magicien de Lightroom, Antonio Gaudenzio, avec ce soir comme thématique sublimer la lumière aux heures magiques. Alors, je vérifie le chat. Ah oui, ça y va là, hein. J'ai remis en open chat, donc ouais, de bonsoir depuis Strasbourg, de Liège, d'Auvergne, des Yvelines, de Nancy, de Lourdes, ouais, les Bretons, la Provence, et on sait qu'on a des personnes qui voulaient se connecter de Tahiti, d'un peu partout en fait, hein. La France c'est grand, et donc c'est très cool. On a nos amis de Graphic Réseau qui sont avec nous. Salut Raphaël. Bonsoir Paul. Salut Jean-Pierre de Saint-Cyr. Christiane qui nous rejoint de Corse. Oh, c'est cool. Il y a du monde. Et toutes les régions. Ouais, de toutes les régions, ça fait plaisir. Donc vous l'avez compris, la thématique, c'est un petit peu le côté de l'heure magique et Antonio va nous en dire un tout petit peu plus. En attendant que tout le monde se connecte, nous, ce qu'on a prévu, c'est pour se chauffer, de se faire un petit... Ah oui, on est quand même... Ouais, c'est ce qui me semblait. 328 participants. On a prévu deux petits quiz. Pour vous, c'est quoi l'heure magique? Donc, Antonio, je te passe la parole après, hein, je démarre avec ça. Quelle est votre heure magique préférée? Est-ce que c'est plutôt l'heure dorée, l'heure de l'apéro, l'heure bleue, l'heure du soleil au zénith, l'heure de la sieste, ou bah, ce que la nature me donne, puisque parfois, bah, on va faire avec la lumière bah, qui est sous la main. Vous pouvez répondre et choisir plusieurs réponses, hein, si vous aimez l'heure bleue et l'heure de l'apéro, par exemple, c'est possible, ça peut se combiner. Il n'y a pas de bonne réponse, c'est plutôt pour se mettre en jambe et puis pour comprendre un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes. On est quand même à 63% d'heure dorée, talonné Eh par l'heure bleue. Ah oui, l'heure de l'apéro tombe bien quand même. C'est une bonne heure aussi quand même. ben, vu le Et temps qu'il fait, ça peut être tout à fait cohérent. Fin du quiz et du sondage dans 25 secondes, donc n'hésitez pas à cliquer. ouais, je suis pas étonné pour les trois réponses, hein. C'est vrai que l'heure dorée, c'est magique Très l'heure bien. dorée. L'heure bleue aussi, hein, mais l'heure magique, c'est quand même doré. C'est quand même côté doré qui est vraiment sympa, quoi. Un peu comme des paillettes dorées. Antonio, il a fait apparaître un petit soleil à côté de lui pour frimer. C'est la Et celui-là, maîtrise de la lumière. et celui-là, je le contrôle. C'est pas comme celui de la nature. Celui-là, je le gère. Alors, j'affiche les résultats. Est-ce que tu les vois, Antonio? Tu les Ouais. vois peut-être pas. Si, c'est bon. Donc 62%, 162 réponses, l'heure dorée. Deuxième, l'heure bleue, 144 réponses et 55% des personnes qui ont choisi cela. 34% ce que la nature me donne, et vous avez raison, parce que parfois, on n'a pas toujours, pour tous les sujets, la possibilité de venir à une heure spécifique. 10 ont répondu quand même l'heure de la sieste, c'est 4%, 21%, 21 personnes l'heure de l'apéro, 8%, et l'heure du soleil au zénith, ah, ça fait pas fureur, hein. C'est vrai que c'est une lumière qui est un peu plombante, qui peut écraser les reliefs. Mais qui a aussi son intérêt. Elle a un intérêt aussi. Ça va dépendre des sujets. On en parlera, je pense, un tout petit peu après. Donc, vous voyez les résultats. Je les masque. On va continuer avec notre deuxième question. Et pour bien savoir où vous en êtes, on avait une question sur la retouche.
Alors vous et la retouche photo, bah, vous êtes là justement pour apprendre. Peut-être que vous allez répondre: «J'y connais rien». Ou vous allez dire: «J'en fais un peu et je souhaite progresser». La retouche pour sublimer mes images. Le développement sur Lightroom, c'est ma baguette magique. Je préfère créer avec Photoshop ou alors je fais aucune retouche. Je touche à rien parce que moi, c'est comme ça. Je fais que de la photo brute de décoffrage et tout le monde a le droit d'avoir son avis, bien évidemment. 50 secondes avant de finir ce petit sondage. Tu as bien noté, Antonio, parce que ça va orienter ensuite, les sorts que tu vas lancer. Bah, je suis pas du tout étonné. Hein, ce que je lis là. Ce qui est proposé, c'est pas du tout étonnant. C'est très représentatif de la généralité du comportement des photographes face à la photographie. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que j'en ai pas assez? Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Le développement, c'est ça uniquement se dire ça, c'est pas suffisant, c'est pas ma vision. Et le développement permet d'appliquer notre vision à nos photos. Et c'est ça qui est assez magique. Absolument. Il y a un lutin, pas très malin qui m'a enlevé un S dans une des phrases. C'est pas grave, on Le va afficher les farceur, résultats. Voilà. le schtroumpf Donc on farceur. est 66 la retouche permet de sublimer mes images, 35 le développement sous Lightroom, c'est ma baguette, 14 je préfère créer avec Photoshop et j'en fais un peu, je souhaite progresser. Donc pour beaucoup d'entre vous, c'est l'occasion, bah, de venir, voilà, se nourrir d'idées, peut-être de recettes que tu vas, donner. Seulement 2 n'y connaissent rien, donc attention, hein, on est face à des utilisateurs et des photographes un peu avertis, avancés, je dirais. Et puis, seulement 2 aussi ne font pas du tout de retouches, ce qui ne m'étonne pas parce que même en photo de reportage, parfois, on va Bah oui. faire de la retouche. Je masque les résultats et donc, je suis Hervé Petit, on est avec Antonio Gaudencio. Je pense qu'on va pouvoir y aller. Heu, Très important, on est en open chat, donc toutes les personnes peuvent, ouais, Robert, il manque l'option Lightroom plus Photoshop et puis Jean qui dit qu'il travaille avec Capture One. Bah oui, mais on peut pas non plus avoir un quiz avec 10 réponses, c'est pas Bah drôle. là, c'est-à-dire on parle de Lightroom parce que c'est ce que je vais utiliser pour C'est ça. cette démo. Mais par contre, d'expérience, puisque je suis très bon aussi en Capture One, euh, le, le logiciel, en fin de compte, la baguette magique qui est le logiciel, n'est qu'une baguette magique. C'est les applications concrètes qu'on va appliquer. Peu importe le logiciel, on peut transposer ce qu'on va découvrir au niveau de la magie du développement, on peut le transposer sur n'importe quel logiciel. Le plus important, c'est de comprendre la lumière. Le reste, ça n'est que de la technique, entre guillemets. Absolument. 2 ou 3 éléments de contexte. La première chose, donc, il y a un chat qui est en open chat. Moi, je suis le modérateur, donc je vous demande d'être bienveillant entre vous. S'il y a des gens qui sont pas cool, qui sont agressifs, bah, je les déconnecterai. Je pense que c'est assez rare. Ça m'est arrivé il y a quelques années. Récemment, pas du tout. Donc, en général, il y a plutôt une bonne ambiance dans nos webinaires. Je vous fais confiance, mais si jamais il y en a un qui est tenté, bah, il peut essayer de traiter quelqu'un d'autre de bip et peut-être que, bah, il va être magiquement déconnecté parce que j'ai la baguette. 2e chose, c'est un webinaire qui a un format. On va, avoir la présentation d'Antonio, donc il va se présenter. Ensuite, on a une vidéo qu'il a préenregistrée parce qu'il préfère faire ça, ce qui permet de vous verrez, il y a une raison à ça, c'est comme un petit cours sur, la lumière. On fera une petite pause très rapide, je dirais une pause de publicité où on vous parlera des offres qui sont proposées par notre partenaire Graphique Réseau. Et puis, on fera 15-20 minutes de questions-réponses tout à la fin. Au global, on a prévu, ça devrait durer à peu près 1h15. Si vous devez partir avant, c'est pas grave. Si vous êtes arrivé en retard, c'est pas grave, parce que tout le monde recevra un email avec le lien de replay pour vous, et vous pourrez aussi le confier uniquement à des gens que vous aimez bien, des amis, de votre famille ou autres.
n'y a pas de souci. Et vous aurez cet email demain. En fait, on en fait deux. Un email pour les gens qui ont participé et un email pour les gens qui se sont inscrits et qui ont raté ce webinaire. Mais c'est pas grave, donc vous aurez toujours une deuxième chance. En plus de ça, Antonio vous a préparé une petite amulette bonus qui sera décrite dans l'email. Ça, c'est juste pour vous motiver à ouvrir l'email. Donc, on ne vous dit pas ce que c'est. Elle est cachée dans l'email que vous allez recevoir demain. Et puis, vous en ferez peut-être quelque chose. Bon, il en dira peut-être plus quand même, mais les instructions pour accéder à cet élément bonus, ils seront dans l'email que vous recevrez demain, que vous soyez dans le live maintenant ou en train de regarder le replay, vous pourrez y accéder. Voilà, donc je vais expliquer le format. Moi, maintenant, je vais me cacher et on va laisser la place à Antonio. Hello, hello. Donc, très heureux de vous retrouver ici. Merci à Hervé de m'avoir proposé encore ce bel échange autour de notre passion de la photo. Alors, vous l'avez compris, on va parler avant tout de lumière. Je vous ai proposé, enfin, j'ai préenregistré un contenu qui me permet d'être beaucoup plus, on va dire, cadré, donc pouvoir vous transmettre un maximum d'informations le plus rapidement possible. Mais en fin de compte, on va surtout aborder, dans un premier temps, la notion de lumière, parce que notre matière première, c'est la lumière, donc ça, c'est très important. La qualité des lumières, quelle lumière choisir, quel message je veux transmettre en travaillant mes lumières, puisque la lumière nous permettra de changer le ressenti de l'image. Donc ça va être partagé dans une petite vidéo. Et ensuite, en seconde partie, sur la base d'une photo du pont Vasco de Gama, on va tout simplement découvrir ensemble comment je l'ai développé, comment j'ai fait en sorte que cette photo devienne ma photo et non pas forcément les photos de tous les autres. Donc voilà pour la présentation. Alors après, personnellement, je suis Antonio Guenso, je suis photographe, reporter, auteur-photographe, mais aussi depuis 11 ans formateur, puisque j'ai mon propre site que j'administre qui s'appelle j'adorelaphoto.com. Mais ça, la plupart d'entre vous le connaissent déjà. Donc voilà, après, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, vous tapez mon prénom et mon nom sur Google, vous trouverez ma bio. Donc, ça fait 35 ans que j'ai la chance de vivre de ce métier. Donc voilà, après, vous pouvez très bien retrouver des informations sur moi. Donc j'espère que cet atelier vous plaira. Encore une fois, n'oubliez pas la lumière, la magie, puisqu'on va parler de magie. La vraie magie, c'est pas l'outil, la vraie magie, c'est pas les techniques, la vraie magie, c'est d'être capable déjà de choisir sa lumière, donc cette lumière magique que nous donne la nature, et ensuite d'être capable de la saisir et après peut-être de la travailler, plus ou moins, ça dépend de notre sensibilité, pour lui donner un supplément d'âme. Donc voilà pour cette présentation. Donc Hervé, tu peux lancer ce joli partage et après on en discute après, ok? Alors, si tout le monde est ok, on va donc lancer la vidéo d'Antonio et on se retrouve. Ça dure un certain temps quand même, hein, donc installez-vous bien confortablement pour pouvoir suivre tout ça. 50 minutes. Oh là là, t'as fait. Ah oui, mais la lumière, c'est tellement important, la lumière, qu'on peut pas minimiser l'importance de la lumière. L'importance, c'est un sujet très important, c'est notre matière première. Donc c'est important. Un peu de patience, de toute façon, même si c'est long, vous verrez, il y a pas mal d'interactions, il y a des choses que vous aurez probablement envie de revisiter avec le replay pour zoomer sur certains des aspects qu'Antonio va vous montrer, parce que on va voir comment il se sert des différents curseurs dans Lightroom, de quelle manière, avec quel résultat. Je lance les éléments sans plus attendre. À tout de suite. Bonjour les photographes, très heureux de vous retrouver ici. On le sait tous parfaitement, en tant que passionnés de photographie, notre matière première, c'est la lumière. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on dit que photographier, c'est dessiner, écrire avec la lumière. Et donc, sur la base d'une belle composition, n'oublions pas, la composition est tout aussi importante qu'une bonne gestion de lumière. Grâce à une bonne composition, bien travaillée, on va pouvoir sublimer donc un sujet. Et donc, dans n'importe quel domaine de la photographie, que ce soit la photographie de paysage, que ce soit la photographie urbaine, architecture, intérieur, extérieur, ça peut être
de l'animalier, de la macrophotographie, du portrait, donc animalier ou humain. Sur la base d'une belle composition autour de notre sujet, on va pouvoir choisir, quand cela est bien sûr possible, choisir une qualité de lumière qui va venir sublimer l'ensemble. On a donc un premier poste qui est très important, la composition, et sur la base d'une belle composition, dans l'idée bien sûr de sublimer notre sujet, on va pouvoir, grâce à une lumière maîtrisée, contrôlée, des fois choisie, puisque ce n'est pas toujours le cas, on va pouvoir, à travers ce travail précis de la lumière, venir sublimer l'ensemble. La lumière, encore une fois, c'est notre matière première. Et de par mon parcours professionnel que certains d'entre vous connaissent très bien, en gros, ça fait plus de 35 ans que j'ai la chance de vivre des métiers de l'image. Je dis bien des métiers de l'image. Je suis un professionnel de l'image puisque je suis reporter, auteur photographe, mais aussi expert en retouche numérique. Depuis le temps que je fais ce très beau métier, mon seul et unique métier, j'ai fini par catégoriser donc les qualités de lumière. Vous avez les lumières dites douces, donc qui vont apporter un côté un peu plénitude, qui vont adoucir nos images, comme l'exemple qu'on a à l'écran. À l'opposé, vous avez une autre lumière, la lumière qu'on peut mettre dans la catégorie de lumière très très dure. Vous voyez, on a une ombre très marquée, très violente. On sait très bien qu'en regardant cette image, on a chaud, on a une lumière qui est... Donc on est quasiment à midi, c'est une prise de vue qui a été réalisée lors d'un reportage à Santorin, donc dans les Cyclades. Et là, j'ai volontairement choisi d'avoir une lumière très très dure pour représenter donc ce côté très solaire, très vacant. C'est vrai qu'on a une image qui est plutôt dans la catégorie des cartes postales qui donne vraiment envie de partir en voyage. Et ensuite, on a cet exemple de lumière que je mets dans la catégorie des lumières tamisées. On est sur le pont Vasco de Gama, sur la baie de Lisbonne. On est en contre-jour, d'ailleurs ça va être le thème principal de la seconde partie de ce partage. On est clairement en contre-jour, on a le soleil en pleine figure, mais celui-ci est très largement diffus, estompé, tamisé par donc les nuages qui vont nous donner une image très très douce. On a une belle dynamique de lumière puisqu'on est en contre-jour, mais malgré tout, elle reste relativement douce. Et ensuite, vous avez une autre catégorie que j'apprécie particulièrement, en tout cas ces temps-ci, puisque n'oublions pas, nous sommes photographes et dans notre pratique photographique, avec peut-être une sorte de maturité apportée par l'âge et apportée par notre pratique de la photographie, notre approche photographique, notre recherche de qualité de lumière va changer. Par exemple, il y a quelques années, j'étais plutôt sur des recherches de lumière de contre-jour, donc les fameux levers ou couchers de soleil, sunset ou sunrise en anglais. Et là, ces derniers temps, je suis plutôt à la recherche de cette catégorie de lumière où il n'y a quasiment pas de lumière. On a à peine quelques lueurs, on a une sorte d'ambiance un peu pénombre. On n'a pas de source lumineuse quasiment pas visible. Et j'aime bien ce genre de lumière puisque ça apporte un côté un peu émotionnel donc à mes images. C'est d'ailleurs très largement au passage le thème proposé dans mon dernier livre donc de ma trilogie Inspiration qui s'appelle Inspiration, paysage émotionnel, que vous pouvez bien sûr retrouver sur mon site d'auteur. Donc vous voyez, si on met les 4 images l'une à côté des autres, on a 4 lumières différentes. On remarque tout de suite que en fonction de la qualité de la lumière imposée ou choisie, puisque nous ne sommes pas en studio, j'ai travaillé pendant de nombreuses années en studio de prise de vue, et on sait très bien en studio de prise de vue, on est les patrons, c'est-à-dire qu'on décide de la qualité, de l'orientation et de l'intensité de notre lumière, puisque nous contrôlons tout ça avec des torches, etc. Mais en photographie de paysage, en photographie extérieure, on peut essayer de choisir cette lumière. C'est-à-dire qu'on peut se dire, voilà, aujourd'hui ça ne fonctionne pas, je reviens demain. Il m'est arrivé par exemple sur certaines prises de vue de rester 3 jours sur place parce que je cherchais une lumière très précise. D'ailleurs, vous avez un exemple à l'écran. Sur cette prise de vue, je suis resté quasiment 3 jours parce que je voulais ce genre d'ambiance. Soit la lumière était mal orientée, soit elle était trop zénithale, soit elle était trop basse, ou il y avait trop de nuages ou pas. Donc c'est vrai qu'en photographie de paysage, quand on a le temps, comme j'ai le temps, puisque j'ai la chance d'être professionnel de la photographie de voyage, on peut essayer, donc avec un peu de patience, de revenir autant de fois que nécessaire pour essayer de capter la bonne lumière. Donc là, c'est quand on essaie de la choisir. Mais des fois, quand on est en circuit photo, comme j'ai pu l'être quand j'ai accompagné des gens sur le terrain, des fois, on n'a pas le choix. On a 2 heures ou 3 heures dans notre parcours photographique, on va dire notre voyage photo, et des fois, quand on arrive sur site, eh ben, on n'a pas trop le choix. Par contre, quand on est dans le cadre d'un reportage photo pro, comme je peux en faire, quand on est dans un voyage en solo, où on peut choisir non seulement ses plannings, ses spots, etc., on aura la possibilité, au-delà bien sûr, attention, des conditions climatiques, puisqu'au final, ce sera quand même Dame Nature qui décidera de la qualité de lumière qu'elle va nous imposer. On a quand même cette grande souplesse de choisir les heures auxquelles on va se déplacer
sur un spot pour aller choisir donc une qualité de lumière, car on sait, en tout cas dans notre approche photographique, dans notre univers, notre signature, on sait que cette lumière sera la meilleure pour sublimer notre sujet. Et donc plus concrètement et en toute franchise avec vous, cette souplesse, cette possibilité de choisir non seulement ces sujets, la qualité de lumière, encore une fois liée directement bien sûr aux conditions climatiques, c'est une vraie richesse pour nous en tant que photographe. Alors attention, quand je suis en reportage photo pro, j'ai pas vraiment le choix. J'ai donc des thèmes imposés, j'ai une charte graphique, j'ai des contraintes donc qui me sont imposées par la presse magazine. Mais quand je suis en auteur photographe, que je travaille pour mes livres ou pour mes expositions, pour des tirages d'art, c'est moi qui choisis. Je suis le seul patron à bord. Ça veut dire concrètement que je vais pouvoir choisir mes sujets. Alors je suis très attiré par les paysages difficiles, donc les paysages du Nord. Je suis très attiré par les conditions climatiques qui ne sont pas forcément simples. Je suis très attiré par des lumières relativement pauvres, on va dire des lumières quasiment inexistantes, parce que ça fait partie de ma sensibilité actuelle. Donc encore une fois, le discours que j'ai avec vous aujourd'hui, je l'aurais peut-être pas eu il y a 10 ans, puisque il y a 10 ans, j'étais plutôt attiré par d'autres lumières un peu plus solaires, etc. Maintenant, je travaille comme ça, puisque ça fait partie de ma sensibilité, de ma maturité photographique, et peut-être que dans 10 ans, j'aurai un autre discours. Donc cette souplesse est une vraie richesse pour nous en tant que photographe. La possibilité de choisir non seulement le sujet, les heures auxquelles on va vouloir travailler, et ensuite il va falloir nous adapter bien sûr aux conditions climatiques. Et on le sait très bien en tant que photographe avec une pratique régulière du terrain, surtout dans l'espace naturel, au-delà de la composition, donc du choix de composition, encore une fois pour valoriser un sujet, la lumière qui est notre matière première et surtout aussi notre richesse. Et en fonction de sa qualité, donc est-ce que c'est une lumière zénitale, est-ce que c'est une lumière douce, est-ce que c'est une lumière très très dure, est-ce que c'est une lumière de contre-jour, comme l'exemple qu'on a à l'écran donc du pont Vasco de Gama, on va devoir, au-delà bien sûr de la partie développement qu'on va découvrir en seconde partie de ce partage, on va devoir composer avec la qualité de la lumière. Ça veut dire qu'en fonction de la dynamique de lumière, on va devoir mettre en œuvre des techniques de prise de vue. Moi, j'aime beaucoup les lumières de contre-jour. Pour moi, c'est les lumières les plus belles, celles qui sont les plus valorisantes. J'aime les lumières de contre-jour et en plus, j'aime les lumières de contre-jour donc au lever ou coucher de soleil, comme l'exemple qu'on a à l'écran. C'est-à-dire que sur la base donc de la qualité de lumière, on a différentes techniques. On a la possibilité d'exposer à droite, donc le TTR, Exposure to the White. Ça veut dire qu'on va amener l'histogramme donc à droite sans dépasser pour éviter de cramer notre lumière. Et on va pouvoir, grâce à cette prise de vue, qui est une prise de vue technique, c'est-à-dire qu'il faut aussi prendre conscience que quand vous regardez dans votre JPEG, donc votre lecteur de JPEG sur votre boîtier direct, ce que vous allez voir ne représente pas donc l'intensité lumineuse naturelle de ce que vous voyez en tant qu'humain à travers votre regard. Là, c'est une approche purement technique. On va tout simplement faire correspondre la dynamique de lumière de votre composition par rapport à la dynamique de votre capteur. Ensuite, il va falloir bien sûr travailler tout ça. Donc ça s'appelle l'exposition à droite, le TTR, et ça fonctionne très très bien quand vous êtes en contre-jour, mais le soleil hors cadre, ça fonctionne très très bien. Après, quand vous commencez à travailler sur des prises de vue comme l'exemple qu'on a à l'écran, on est donc en contre-jour, soleil donc de face, mais le soleil n'est pas visible, il est caché par les reliefs. Là, on peut encore essayer de travailler avec l'exposition à droite, ou on peut utiliser donc on va dire des outils mécaniques, matériels, donc comme la filtration, donc un filtre type GND, gradual neutral densité, qui vont nous permettre tout simplement de réduire les dynamiques donc au niveau du ciel et ainsi pouvoir mieux gérer l'exposition. Donc ça marche très très bien. Après, vous avez un niveau encore plus poussé où là vous êtes carrément face au soleil, vous avez le soleil en pleine figure, le soleil fait partie de votre composition comme l'image que l'on a à l'écran, et là on est vraiment dans on va dire une approche technique un peu extrême, puisqu'on est sur une lumière qui est dite extrême, très très forte, très solaire, et donc là il faut essayer, si vous n'avez pas de filtration, et encore une fois les filtrations par expérience des fois sont totalement larguées, on peut passer sur une technique d'exposition, donc sans utilisation forcément de GND, bien qu'il m'arrive des fois de cumuler le filtre GND et ensuite le bracketing d'exposition, puisque vous l'avez peut-être compris, quand on est dans les conditions extrêmes comme cette prise de vue, j'ai dû bracketer pour faire face à cette dynamique de lumière, puisque là, même des fois avec un GND, c'est pas assez. Donc je mets un GND pour réduire, et s'il le faut, si je vois que je n'arrive pas à gérer la dynamique, je passe en bracketing d'exposition, -1, 0 plus 1, et ça fonctionne très très bien. Alors je ne vais pas développer ici toutes ces techniques de prise de vue, puisque vous trouverez très largement soit du contenu totalement gratuit. D'ailleurs pour la filtration, je vous donne rendez-vous sur mon site www.j'adorelaphoto.com, vous avez une rubrique tuto gratuit, et si vous regardez, vous avez
un tuto très complet sur l'application de la filtration qui peut peut-être vous intéresser. Ensuite, vous avez le bracketing d'exposition, vous avez du contenu pédagogique et formateur sur mon site. Donc voilà pour la présentation de la lumière, vous l'avez compris, c'est le thème de ce petit partage. On a discuté lumière, maintenant je vous propose de passer à la partie numéro 2. Sur la base de cette prise de vue, qui est donc le négatif numérique, je vous propose tout simplement donc de développer cette prise de vue. Allez, c'est parti. Je vous propose maintenant, après ce petit jingle pub, donc d'aborder la partie développement. Et la partie développement est tout aussi importante que tout ce qu'on s'est dit précédemment. La composition, la lumière et le développement. Pour moi, ce triangle est le plus important, car au-delà de la qualité de composition, on le voit sur cette prise de vue, j'ai volontairement choisi d'avoir une composition centrale. C'est-à-dire que quand on regarde la passerelle à droite, ou le pont Vasco de Gama à gauche, tout, on va dire, ces guides visuels nous donnent une vraie perspective et guident le regard vers le centre de l'image, là où se trouve le soleil. C'est-à-dire que cette composition, pour moi, au niveau du pont Vasco de Gama et de la baie de Lisbonne, c'est la plus belle, c'est celle qui est la plus dynamique. On a à la fois, particulièrement ici, avec cette qualité de lumière, tout est fait pour que le regard soit centré, qu'on guide le regard vers la partie centrale de l'image. Il y a les éléments de composition, les guides visuels, et on a cette source lumineuse, donc ce joli coucher de soleil en contre-jour. On est très tôt le matin sur la baie de Lisbonne. Ça veut dire, et là c'est très important, c'est aussi un paramètre qu'il nous faut intégrer, il nous faut dans un premier temps, au-delà encore une fois de la richesse de la composition, au-delà de la richesse de la lumière, là une lumière solaire de lever de soleil en contre-jour, il faut que notre développement, qu'il soit dans une recherche de rendu le plus fidèle possible de l'instant. Par exemple, quand je suis en reportage photo, on ne va pas me demander d'avoir des rendus créatifs, on va plutôt me demander d'avoir des aspects visuels sur ce sujet-là le plus naturel possible, puisque c'est pour, on va dire, des magazines de voyage, et ils ne cherchent pas forcément de la créativité. Ils veulent des images informatives, des images qui ont envie de voyager. Cette prise de vue que l'on a à l'écran, sortie de capteur, là c'est le brut, c'est déjà une très belle prise de vue. C'est-à-dire que cette prise de vue-là, je pourrais me limiter à l'optimiser techniquement et ensuite à la livrer donc à la presse magazine qui m'a commandé mon reportage sur la baie de Lisbonne par exemple. Par contre, dans une approche beaucoup plus personnelle en tant qu'auteur photographe, servir en fin de compte ma sensibilité photographique, mon univers, cette photo pour moi est très bien mais n'est pas suffisante. C'est-à-dire que cette photo-là, elle est techniquement parfaite, on va l'optimiser d'ailleurs dans un premier temps, pour la rendre techniquement parfaite, mais c'est la photo que tout le monde peut faire. Ça veut dire concrètement que les photographes qui étaient à ma gauche et à ma droite, puisque, croyez-moi, il y en a pas mal, surtout à cette époque où le soleil se couche donc en position centrale entre la passerelle de droite et le pont, donc il y a quand même pas mal de monde, tous ces photographes ont réalisé, donc en tout cas je pense, ont exactement la même photo que moi. Donc pour moi, le seul moyen de faire en sorte que cette photo ne soit pas la même photo que tous mes collègues, c'est tout simplement le développement. C'est-à-dire que le développement, pour moi, comme à l'époque de l'argentique, a pris beaucoup plus d'importance, puisque maintenant, faire une belle photo, c'est pas très compliqué. Donc le seul moyen de faire en sorte que les photos soient différentes des autres, au-delà bien sûr de la technique, c'est d'apporter une vision beaucoup plus créative, en tout cas de faire en sorte d'apporter une sorte de supplément d'âme avec un travail créatif lié encore une fois à nos sensibilités. Et donc avant de se lancer vers une approche de développement un peu plus créatif, au-delà de la réalité du moment, il nous faut comprendre la photo, comprendre la composition. Donc là, c'est très clair, elle est visible. On a les guides visuels qui guident le regard vers le centre de l'image. On a de la profondeur photographique très intéressante. Mais on a aussi une source lumineuse centrale. Ça veut dire que notre développement doit être autour de cette source lumineuse. Et ça, c'est très important. Et croyez-moi, je le répète souvent, car je vois souvent dans mes collectifs donc de partage photo privé, que ce soit sur Facebook en particulier, des propositions d'images avec un développement un peu créatif, mais ce développement, très clairement, quand j'analyse la photo, le traitement qui a été appliqué à l'image est totalement contre nature par rapport à la lumière. Il nous faut respecter la lumière. Ça veut dire que quand on a une lumière centrale, il va falloir qu'on développe l'image, toujours dans cette idée de guider le regard vers la partie centrale. Si on a la lumière de droite, on va travailler notre lumière pour une lecture de droite. Si on a la lumière de gauche, on va la travailler la sens lecture de gauche. Et ça, c'est très important. Il ne faut surtout pas
donc contredire l'architecture, la qualité de lumière de notre prise de vue. Et ça, c'est très important. OK? Alors, on va masquer le nom du fichier, donc antoniogainsolisbonne.dng. D'ailleurs, je vous en parlerai. Ça fera partie de la petite surprise. Donc, commande CTRL-I. Dans un premier temps, on va aller donc appliquer les corrections de l'objectif, suppression des aberrations chromatiques, activer le profil de correction. Donc là, j'ai utilisé un 1635 f2.8. D'ailleurs, au passage, pour réaliser et surtout bien maîtriser cette lumière de contre-jour, on le voit au niveau de l'histogramme. L'histogramme est quasiment parfait. On a une petite alerte ici sur la partie, on va dire, la source lumineuse, le soleil, ça c'est logique. Le soleil est très lumineux, donc moi ça ne me dérange pas. Donc là, on va enlever l'alerte. Donc j'ai utilisé un 1635, j'ai utilisé un filtre GND, donc un GND soft, un GND 32 soft, donc qui m'a permis en fin de compte, avec une inclinaison un peu à 45 degrés, de minimiser donc la dynamique de lumière, mieux gérer mon exposition et d'avoir un joli histogramme. Alors encore une fois, si vous êtes intéressé par la filtration, rendez-vous sur mon site www.jardinphoto.com, où vous avez un tuto sur la filtration, donc en téléchargement gratuit, profitez-en. Donc là, j'ai mis un GND et ensuite, j'ai appliqué une bonne exposition. On le voit, si j'alerte donc l'alerte de sous-X et sur-X, à part la petite alerte centrale, donc puisque c'est le soleil, c'est là où il y a la luminosité la plus forte, le reste est parfaitement exposé. Donc je vais enlever ça, on verra ça par la suite. Donc, j'ai activé le profil de correction de l'optique, donc ça a débombé, donc ça a compensé la courbure de champ, ça a enlevé le vignettage sur les côtés, et là, moi je vais remettre le vignettage, voilà. Puisque regardez, si je l'enlève, en activant le profil de correction, il enlève le vignettage, sauf que on a une lecture centrale de l'image, c'est-à-dire ma source lumineuse est au centre de l'image, et le vignettage pour moi va participer, puisque vous l'avez compris, je vais faire en sorte de, on va dire, d'avoir une application, un développement créatif pour encore une fois accentuer la profondeur de l'image. Donc avec une partie centrale, une lecture centrale, guider le regard vers le centre de l'image. Donc j'active le profil de correction et je remets le vignettage. OK? Ensuite, on va passer sur les détails. Ben, les détails, moi je pense qu'il n'y a pas besoin. C'est très bien piqué comme ça. Je ne vais pas en rajouter. N'abusez pas avec le détail. Je vois trop de photos où les gens mettent le gain de netteté au maximum. Et après, attention, c'est bien d'essayer d'avoir un peu plus de netteté sur nos prises de vue, de compenser peut-être un manque technique de nos optiques, mais il ne faut pas abuser puisque une surnetteté va casser encore une fois la naturalité de l'image. Vaut mieux une image douce plutôt qu'une image qui est trop nette où on a l'impression qu'il y a une sorte d'intervention artificielle qui a cassé le côté naturel de l'image. Donc faites attention à tout ça. D'ailleurs faites attention en général avec tous les curseurs de netteté, de gain de matière, etc., de texture. C'est bien, mais il ne faut surtout pas en abuser. Ça c'est très important. Donc les paramètres qu'on le voit ici, ce sont les paramètres qui sont déjà imposés par mon boîtier. Donc ce sont des pré-réglages que j'ai sur mon boîtier qui améliorent en fin de compte le piqué directement à la prise de vue. Donc le reste, on ne va pas y toucher, c'est très bien comme ça. On va passer sur transformation. Là, on va devoir récupérer les verticales puisque on a une légère convergence, c'est normal. J'ai utilisé un 1635 et je suis à 20 mm. Donc même si elle n'est pas flagrante, il faut quand même la corriger. Alors vous pouvez faire auto, ça marche très bien, vous voyez. Avant, après, pourquoi pas. Moi, j'aime utiliser plutôt donc avec repère qui permet déjà de contrôler l'horizontalité. Voilà. Ensuite, on prend un deuxième repère, le centre de la pile du pont, ici. Et je vais prendre le pilier qui est ici, donc au centre. Voilà. Avant, après. Vous voyez, ça marche très très bien. C'est efficace. Vous avez droit à un quatrième repère si c'est nécessaire. OK, on continue, on passe sur les réglages de base et là on va commencer donc à attaquer la partie développement. Avant même de commencer à travailler par zone, puisque j'aime bien travailler par zone, il faut appliquer un profil couleur donc à nos images. Alors les profils couleurs, on va choisir ici. Alors moi, les profils que j'utilise, mais attention, ce n'est pas un standard, c'est ma façon de travailler, ça fait partie de mon flux de production. J'ai choisi de travailler principalement avec deux profils couleurs qui correspondent encore une fois à ma façon de travailler, peut-être pas à la vôtre, après c'est à vous de faire vos propres choix. Moi principalement je travaille avec soit appareil photo neutre, regardez par rapport à avant, vous voyez, on a donc des couleurs un peu plus ternes, un peu plus neutres, qui peut être intéressant comme base de travail si vous allez vers un univers un peu plus drama, un peu plus dark, comme on peut le retrouver sur certains de mes travaux. Mais si par exemple j'ai plutôt envie d'aller vers une couleur un peu plus colorée, avec une belle dynamique de couleurs, une belle gamme de montée de couleurs, j'ai plutôt tendance à prendre Adobe Couleur. Moi, je travaille essentiellement avec ces deux-là, donc Adobe Couleur et appareil photo neutre. Vous avez bien sûr la possibilité, en cliquant ici,
d'avoir accès à tout. Cela, ce sont mes favoris. Vous avez accès, bien sûr, à tout ce qui est Adobe RAW. Hein. Donc, vous avez couleur, monochrome, éclatant, paysage, portrait. Vous avez aussi ce qui correspond, donc cette fois-ci, au caméra matching, donc qui correspond à votre boîtier. Donc ça, là-dessus, je ne peux pas vous dire faites ci ou faites ça. C'est à vous de faire vos propres choix. Moi, en tout cas, je travaille soit avec Adobe Couleur ou appareil photo neutre. Récemment, si vous avez fait la mise à jour de votre Lightroom, vous avez vu apparaître un autre outil ici, adaptative couleur ou adaptative noir et blanc. Si on active cette fonctionnalité, adaptative couleur, regardez. C'est-à-dire que là, c'est basé sur une analyse par l'intelligence artificielle qui va analyser la composition, la qualité de lumière, les contrastes, les couleurs, et qui va vous proposer ce qui, pour l'algorithme, est un bon profil couleur. Donc regardez, par rapport à avant on était comme ça, maintenant on est comme ça. Quand on regarde par rapport à la prise de vue, il y a une vraie douceur sur la partie basse. L'intelligence artificielle nous propose quelque chose, on va dire, on voit qu'il y a un travail sur les matières au premier plan. Ici, avant, maintenant, on sent bien qu'elle a appliqué une sorte de dynamique de matière pour accentuer la présence du soleil et du nuage, pourquoi pas. Encore une fois, je ne suis pas contre cet outil qui est un outil d'assistance, encore une fois, puisque ça fait partie de la philosophie d'Adobe de nous proposer des outils d'assistance pour rendre donc l'accès à l'image au plus grand nombre, faciliter l'accès à l'image au plus grand nombre, pourquoi pas. Moi là-dessus, d'ailleurs j'ai fait une petite vidéo sur différents tests qui est visible sur ma chaîne YouTube, j'adorephoto.com, et j'en parle un petit peu plus précisément. Donc pourquoi pas, c'est un choix. Moi personnellement, je trouve que ce que l'IA me propose, ça ne correspond pas donc à ma sensibilité photographique. J'aime bien la douceur de cette prise de vue, je trouve que c'est un peu excessif. Mais encore une fois, c'est à vous de faire vos propres choix. Donc moi, je vais choisir Adobe Couleur. Après, vous avez aussi la possibilité, là c'est un point un peu plus technique, quand je travaille pour moi, en tant qu'auteur-photographe, pour alimenter encore une fois mes livres et mes tirages d'art, je suis le patron à bord, je suis l'unique patron à bord, je suis le capitaine, donc je fais mes propres choix techniques. Quand je travaille pour la presse magazine, et uniquement quand je travaille pour la presse magazine, on le sait tous, des fois sur un reportage, on est plusieurs photographes avec différents boîtiers, avec différentes technologies, on va dire différents aspects techniques de chaque boîtier, avec différentes marques. Et donc forcément, on sait très bien que les capteurs Canon ne sont pas les mêmes que les capteurs Nikon, etc. Et donc, quand c'est comme ça, pour faire en sorte d'homogénéiser au mieux notre travail, faire en sorte que les images qui sont proposées par tous les photographes soient les plus homogènes possibles, il m'arrive systématiquement, dans ce genre de travaux, quand je suis en reporter photo pour la presse mag, je vais utiliser des filtres linéaires qui vont tout simplement me permettre de neutraliser au mieux donc mon capteur, puisque quand on utilise les profils couleur Adobe ou les profils couleur boîtier, ils ont déjà à la base une sorte de pré-traitement. En fin de compte, c'est comme si c'était un preset. Quand vous achetez un preset d'un photographe que vous aimez, on est dans la même philosophie. Et donc c'est vrai qu'avec le profil linéaire, ça permet de neutraliser le capteur, de profiter de la capacité technique maximale du capteur, et ça permet, dans le cas, donc, encore une fois, de supprimer l'identité colorimétrique, puisque moi je travaille avec Canon parce que j'adore la colorimétrie Canon, mais quand je suis en reportage photo, on a pour habitude d'utiliser donc des profils linéaires pour, encore une fois, neutraliser les capteurs. Donc après, c'est un choix purement technique. Voilà pour ce petit arrêt technique au stand. Alors sur cette prise de vue en particulier, où on a une belle lumière de lever de soleil, une belle lumière solaire jaune, on a des jolis bleus. D'ailleurs, mon traitement va être dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'au-delà du fait de vouloir guider le regard vers la partie centrale, on va essayer de travailler sur la complémentarité des couleurs. Vous le savez très bien. La complémentaire du bleu, puisqu'on a une grosse partie de l'image qui est plutôt dans les bleus, la complémentaire du bleu, c'est le jaune. Et donc, ça fonctionne très bien. Ça fait une très belle harmonie. Donc, on va essayer de travailler là-dessus. Donc, pour ces raisons-là, comme on est plutôt dans une approche un peu colorée, avec une belle harmonie de couleurs, on va rester sur Adobe Couleur. OK ? Donc là, on va dire que par rapport au négatif, on s'est limité tout simplement à optimiser techniquement le visuel, donc la prise de vue, donc l'aberration chromatique, le profil correctif, donc des formations d'optique, et on a appliqué donc Adobe Couleur. C'est-à-dire que cette image-là, je pourrais très bien la livrer pour une presse magazine. Donc maintenant, je vous propose de passer à la partie un peu plus personnelle et faire en sorte que cette image soit différente et qu'elle corresponde encore une fois à ma sensibilité. Le plus important, et c'est souvent ma philosophie, c'est celle que j'applique à chaque fois dans mes formations, dans mes accompagnements privés,
Ce n'est pas la complexité des techniques que vous allez appliquer qui feront la qualité de votre image. Faites simple. Le plus important, c'est de comprendre votre image, comprendre la lumière, comprendre votre composition. Et à partir de là, vous allez voir que en rajoutant des petites choses, on va vraiment sublimer cette image. Faire en sorte que cette image soit la même et que cette image gagne en supplément d'âme et en caractère. Ok? Donc là, on va fermer les réglages de base. Les températures 5050, c'est très bien. Donc moi, je travaille toujours à 5002. Donc je vais mettre 5002. Donc là, on va rester là-dessus et on va passer sur un travail plutôt par zone. La première chose à faire, je vais travailler mon ciel. C'est-à-dire que quand je regarde mon image, je trouve que la partie basse est un peu plus sombre et la partie haute un peu plus lumineuse. C'est normal, on est en photographie donc naturelle, dans l'espace naturel, et le ciel, et ça c'est très important, doit toujours être la partie la plus lumineuse de votre composition. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est donner un supplément d'âme à mon ciel, faire en sorte qu'il soit, en tout cas sur la partie supérieure, qu'il soit un peu plus dense pour rééquilibrer, en fin de compte, la partie haute par la partie basse et faire en sorte de centraliser le regard vers le centre de l'image, vers la partie solaire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va densifier le ciel. Alors, vous avez peut-être au passage remarqué, avec les dernières mises à jour de Lightroom, un nouvel outil qui s'appelle Paysage, ici. Et si vous cliquez dessus, l'intelligence artificielle va analyser votre image et va vous proposer des sélectifs. Donc là, vous avez le sélectif du ciel, le sélectif de l'eau, et vous avez le sol naturel, en fin de compte, c'est les ombres. Ok? Donc si vous avez une route, il va sélectionner les routes. Si vous avez un bâtiment, il va sélectionner un bâtiment. Ça marche aussi, bien sûr, aussi sur les personnages, etc. Pourquoi pas? Ça fait partie, encore une fois, des assistances au développement. Ça va augmenter la productivité. Mais dans ce cas précis, je ne vais certainement pas utiliser ça, puisque regardez, le ciel, donc oui, il a sélectionné le ciel, mais il a aussi surtout sélectionné donc une partie de la mer. C'est-à-dire que pour lui, la limite du ciel, en fin de compte, c'est la limite de la marée basse. Ok? C'est très bien, profitez-en, ça fait gagner du temps, mais comme tous les outils d'assistance au développement, d'outils d'assistance à la productivité, c'est très intéressant d'utiliser, mais il faut aussi avoir ces capacités à les contrôler et à vérifier si c'est vraiment un vrai plus et que c'est encore une fois dans le sens de votre développement. Donc là, c'était juste pour vous expliquer. Après, à vous de faire vos propres choix. Pour ma part, je ne vais pas utiliser ces outils d'assistance puisque ça ne correspond pas encore à l'approche que je veux appliquer à cette image. Donc, je vais faire annuler et je vais plutôt prendre tout simplement à l'ancienne, dégradé linéaire. Voilà. Hop. Je le déploie. Alors, très très doux. Un peu comme si c'était, en fin de compte, un GND numérique. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si je rajoutais un GND. Je vais le mettre comme ça. Je vais peut-être l'incliner un tout petit peu pour moins impacter le pont. Haut pour masquer l'affichage. Et là, je vais baisser l'exposition. Voilà. OK. Quand vous baissez l'exposition, vous remarquerez que vous avez tendance à renforcer la teinte. C'est normal. Plus vous sous-exposez, plus vous renforcez la teinte, puisque quand on parle de teinte, on parle de TSL, teinte, saturation et luminance. Quand vous baissez la luminance d'une couleur, vous avez tendance aussi à renforcer un peu sa couleur. Donc n'hésitez pas, quand vous allez décider d'aller un peu plus loin, de compenser un petit peu avec la température. Voilà, je remonte un tout petit peu pour compenser la montée du bleu. Alors c'est très subtil. Alors vous êtes bien d'accord, cette subtilité, de ce travail de subtilité sur la couleur, sur ce genre de visuel, où on est sur une couleur assez pastel, très très douce, n'a d'intérêt que si vous travaillez sur un écran parfaitement calibré. Là je suis sur un écran donc, que j'ai calibré il y a 2 jours, il est parfaitement calibré, et je sais que ce que je vois à l'écran, c'est vraiment les vraies couleurs. C'est-à-dire que si j'imprime chez moi, j'ai la chance de pouvoir imprimer mes propres tirages, logiquement, je serai très proche de ce que j'ai sur mon écran. Mais cela ne fonctionne que sur un écran parfaitement calibré. On en parle assez souvent. Donc là, je remonte un tout petit peu la température. Avant, après, je vais même venir ici avec l'œil. Regardez, hop. Un tout petit peu de texture, mais très léger. Donc ici, correction du voile. Très léger. Hop, je vais recompenser encore un petit peu. Voilà. Regardez, je trouve qu'on a un petit gain de richesse en plus au niveau des teintes. On a bien les teintes chaudes au niveau des crêtes solaires, au niveau des nuages, là où le soleil impacte. Et on a bien les ombres un peu bleutées. Ça fonctionne plutôt pas mal. Après, bien sûr, on va peut-être devoir réajuster tout ça. Je vérifie que ça ne touche pas trop la pile du pont. Donc j'appuie sur la barre d'espace. Non, c'est très bien. Ça reste dans une logique de contre-jour, ça fonctionne très bien. J'appuie sur la barre d'espace, j'ai la petite main, je clique dessus et ça dézoome. OK? Donc là, je vais le nommer ciel
puis dans ce haut, ok. C'est très important. N'oubliez pas, renommer vos calques, puisqu'on est dans la philosophie des calques Photoshop, donc autant en profiter. Avant, après, ok. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est, si on regarde bien, on a le lever de soleil qui est ici, donc au-dessus des petits nuages. Il passe au-dessus, et là, on a une sorte de lumière qui apparaît juste au-dessus des nuages. Et moi, j'aimerais bien donc révéler cette lumière-là. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire plus. On va faire un radial. Je vais me mettre juste au-dessus ici. Alors, je vais déborder un petit peu. On corrigera par la suite. Je masque avec haut. Et là, je monte l'exposition et je baisse le noir. Un peu les ombres. Et si on regarde maintenant, avant, après, je vais peut-être ouvrir mes hautes lumières encore, voilà, comme ça. Ou peut-être pas, je vais baisser mon exposition, voilà, et je vais plutôt augmenter les lumières. Comme ça. N'hésitez pas à tester les curseurs, car le principal, c'est l'idée. C'est je veux quoi, je cherche quoi. Après, c'est à vous de trouver le bon équilibre. Il faut augmenter un peu le blanc. Faites des petits allers-retours comme ça pour voir comment ça réagit. Alors, n'abusez pas, hein, n'exagérez pas, c'est important. Je vais rebaisser un peu le noir. Et si on regarde bien, on a une belle lumière au-dessus. Sauf que, regardez, ça impacte bien la partie basse. Donc, ce qu'on va faire, j'affiche donc avec la touche haut de mon clavier, le filtre, et je vais faire, j'appuie dessus, et je vais faire soustraire avec un linéaire, tout simplement. Regardez, hop, c'est-à-dire que je vais pouvoir protéger la partie basse et faire en sorte que la lumière, mon intervention sur la lumière haute au-dessus du nuage, n'intervienne, ne soit visible que sur la partie haute. Donc je protège la partie basse. Si on masque, avant, après. Je trouve ça très joli. Ça dynamise vraiment, vous voyez, on a une sorte de... Alors c'est un terme un peu barbare, c'est de l'accutance. L'accutance, c'est cette sensation de netteté. Et quand on regarde par rapport à avant, vous voyez, on a l'impression de gagner en netteté. Alors la lumière est aussi un très bon moyen d'accentuer ce côté, encore une fois, accutance visuelle, pardon, c'est-à-dire que cette sensation de netteté, alors qu'on n'a pas travaillé sur la netteté. J'ai un article d'ailleurs très intéressant sur mon site au niveau des articles d'Antonio. Donc là, avant-après, je trouve ça plutôt joli. Je vais le masquer, enfin je vais le renommer, pardon, lumière centre, voilà, ok. Je reviens ici, et si on regarde par rapport à avant, ça commence déjà à être bien joli là-haut, ok. Maintenant, j'aimerais, ici sur la partie basse, dynamiser cette partie basse. Quand vous allez photographier le pont Vasco de Gama, à marée descendante, c'est très important, puisqu'on le voit, c'est marée descendante. Quand la vase est encore humide, et que vous êtes en contre-jour, comme c'est le cas ici, vous avez des sortes de paillettes. On a l'impression que Dame Nature nous a balancé des petites paillettes sur la vase, et c'est très joli. Alors j'aimerais bien travailler là-dessus. Travailler un peu, révéler un peu ce reflet. Donc là, c'est pareil, on va faire simple, hein. Plus radial, partie basse, ici. Vous allez voir, les techniques que je vous propose sont simplissimes. Je ne fais jamais compliqué. Et le principal, le plus important, c'est de comprendre votre photo, comprendre votre lumière, comprendre les matières, savoir ce que vous voulez en faire. Les techniques, surtout Lightroom, on n'est pas sur Photoshop où c'est beaucoup plus créatif, il n'y a pas de limite en termes de créativité. Mais on peut être aussi très créatif avec Lightroom. Il faut juste comprendre la lumière et surtout ce que l'on veut obtenir avec notre prise de vue. Donc là, je vais augmenter l'exposition et je vais baisser le noir. Alors vous remarquerez qu'il y a le curseur contraste, qui est un curseur qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça. Le curseur contraste est intéressant. Si je vous dis, je trouve que cette zone manque de contraste, on va utiliser le curseur contraste. Sauf que le curseur contraste, lui, il ne se pose pas de questions. Si vous faites plus 10 au curseur contraste, il va vous faire plus 10 dans la lumière, il va baisser de 10 les ombres. Mais on a la possibilité de travailler séparément les hautes lumières, les ombres, les blancs et les noirs. Et donc profitez-en, c'est quand même plus intéressant, puisque moi, curseur contraste, pourquoi pas, mais si je veux plus 15 dans les hautes lumières et moins 5 dans les ombres, lui, il ne sait pas le faire. Il va ouvrir la lumière et il va baisser les ombres, donc au même niveau, et c'est pas forcément intéressant. Donc je vous conseille fortement d'apprendre à utiliser les hautes lumières, ombres, blancs et noirs. Petite astuce, si vous ne savez pas forcément quel curseur utiliser pour travailler vos hautes lumières, les blancs, les ombres, etc., allez sur l'histogramme, vous allez ici, regardez, en passant avec la souris ou le stylet, vous avez une surbrillance et il vous indique, ici c'est le blanc, ici c'est la haute lumière, ici c'est l'exposition, ici c'est les ombres, et ici c'est le noir. Ça vous permet en fin de compte, si j'ai envie de travailler par exemple les hautes lumières, ben je sais que c'est le curseur du blanc. C'est plutôt intéressant, ok? Donc, j'augmente l'exposition, je baisse le noir.
Et si on regarde, regardez, on a une belle dynamique, très jolie. Peut-être trop, peut-être un peu trop. On va baisser un peu ici. Et on va jouer sur le blanc. Voilà, comme ça. Un tout petit peu de correction du voile, mais très très léger. Voilà. Regardez, c'est très subtil et pourtant ça fonctionne bien. Alors, important, c'est une erreur que je vois trop souvent quand j'analyse des photos dans mes collectifs. Cette zone ici, donc du reflet, et le reflet de cette zone-là. Donc il faut, bien sûr, et ça c'est très important, il ne faut pas oublier que la lumière donc, de notre composition, qui est une lumière naturelle, vient du soleil. Donc il faut que le ciel soit plus lumineux que votre premier plan. Et ça, il faut faire très attention à ça. Je vois trop de gens qui utilisent des filtres linéaires et qui densifient les ciels parce qu'ils veulent donner du caractère. Et on se retrouve des fois avec des ciels qui sont plus denses que le premier plan. C'est totalement illogique. Et ça, pour moi, c'est une grossière erreur technique. Donc faites attention à ça. Donc là, je pense que c'est pas mal. Je vais l'appeler reflet centre. Voilà. Ça commence à être joli. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est avoir une sorte de puits de lumière, ici, une sorte de couloir de lumière un peu plus chaude, pour guider encore une fois, donc au-delà des guides visuels de ma composition, avoir une sorte de guide lumière vers le soleil. Donc là, on va faire un radial. On va se mettre ici, et on va voir ce qu'on peut faire, peut-être ici, hop, ovaliser, haut. Et là, je vais aller sur la température. Voilà, regardez. C'est joli, non? Je trouve ça plutôt joli. Hop, j'ai baissé un peu le noir pour révéler les paillettes. Regardez ici, sur cette partie-là. On va zoomer un petit peu. Avant, après. Vous voyez, on a vraiment cette sensation de paillettes qui sont très très bien. Alors, utilisez toujours des filtres les plus dilués possibles. Hein. Vous voyez, je suis à 100% de contour progressif. Il faut faire attention quand on commence à faire des sélectifs. Il faut vraiment diluer nos interventions pour pas que ce soit visible. Et si on regarde bien mon intervention, qui est une intervention globalisée, hein, sur, vous voyez, définie par le filtre, ici, donc circulaire, ça impacte, bien sûr, on a ce côté pailleté, mais ça impacte un peu le reflet bleu dans l'eau. Donc on va faire soustraire par gamme de couleurs, plage de couleurs, pardon, et je vais venir avec la pipette, piper ici, hop. Vous voyez, si on regarde le masque, regardez, on va zoomer dessus. On a bien gardé donc les paillettes pour côté doré, mais en faisant un relevé de valeur ici, au niveau du bleu, il a protégé le bleu et ça a modifié. Puisque regardez, si on revient sur le dégradé, on avait donc ce dégradé radial et au-dessus, il a soustrait ce qui a été défini par ma pipette. Et si on désactive, on voit bien que j'ai donc mes petites paillettes qui sont dorées. Et d'ailleurs, on peut, si on trouve que c'est un peu trop limitatif, on peut bien sûr affiner. J'affiche donc le masque, enfin le filtre avec la touche haut. Et là, regardez, je peux jouer sur le sélectif, élargir ou pas. Donc la gamme de sélection basée encore une fois sur la valeur qui a été relevée par la pipette. Donc je masque pour voir un peu ce que ça donne. Est-ce que c'est bien ou pas? Non, c'est bien. Voilà, je vais rester ici. OK? Donc c'est très utile, toutes ces petites astuces qui permettent, encore une fois, sur la base d'un filtre radial, de pouvoir limiter et protéger certaines gammes de couleurs. Là, on le voit, les bleus sont protégés. Il ne reste plus que les paillettes. Hop, je dézoome. Avant, après. Alors, ça touche, si je masque ici, avec la touche haut, ça touche la partie basse quand même. Vous voyez? Ici, cette partie-là, qui n'est pas forcément agréable. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais soustraire avec un linéaire. Voilà. Voilà, comme ça. Hop. Très très doux. Pour diffuser un peu l'intervention. Et je pense que là, on est pas mal. Voilà. On a vraiment un côté solaire des paillettes. Donc là, je vais l'appeler paillettes. Or, ok. Si on regarde par rapport à avant, ça commence à devenir intéressant. Alors peut-être que ce nuage ici est un peu trop dense. Il accroche un peu trop le regard, donc on va faire un radial. On va se positionner là. On va pas s'embêter, on fait une sorte de patate. Et on va tout simplement ouvrir un peu les ombres. Voilà, tout petit peu. Et le noir. Voilà, pour l'adoucir un petit peu. Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux. Ok? Donc là, j'ai appelé nuage. Ok, je reviens globalement, avant-après. Vous voyez, le fait d'avoir, on va afficher le masque. Vous voyez, là j'affiche le masque et je trouve que c'est peut-être un peu excessif. Ça marche très bien pour les paillettes,
mais je trouve que sur la partie haute, ici, ça touche un peu trop mon ciel, mes couleurs dorées, donc mon jaune solaire, et je trouve que c'est un peu excessif par rapport à avant. Donc c'est pareil, on va l'afficher ici, pardon, et on va faire, je vais appuyer sur O, on va faire soustraire linéaire, et je vais protéger le ciel, voilà comme ça. Un peu court, voilà, pour faire une sorte de transition, faire en sorte que mon intervention sur les planètes ne se fasse que sur cette zone-là. Et je trouve que, oh, pour masquer, je trouve que c'est plutôt joli. Ok, c'est mieux pour moi. Ok, donc, on revient avant, après. Je regarde, ça commence à devenir intéressant. Alors, c'est pareil, vous voyez, le reflet est très doux. Ici, on a un peu de transparence avec le reflet bleuté ici. J'aimerais bien aussi les révéler un petit peu. Donc, on va faire un petit radial ici. Et je vais prendre peut-être la partie qui est là. Alors, des petites touchettes, un peu comme un peintre, vous voyez. Donc, vous globalisez votre image au départ pour mettre en place l'architecture lumière, colorimétrique, etc., les contrastes. Et après, vous venez avec des petites touchettes. Et ces petites touchettes-là, c'est là où, en fin de compte, vous allez pouvoir appliquer à vos images votre identité photographique, puisque ce travail par zone très précise m'appartient, c'est ma sensibilité, c'est pas forcément la vôtre. D'ailleurs, ce que je suis en train de développer ne vous plaira pas forcément. Peut-être que vous avez plutôt envie d'avoir des couleurs un peu plus chaudes. Moi, j'aime bien les couleurs froides. Mais encore une fois, c'est lié à nos sensibilités et c'est aussi lié à nos différences. Et heureusement qu'on est différents, qu'on n'a pas les mêmes goûts, parce que ce serait bien triste. Hein. Donc là, j'augmente un peu l'exposition. Voilà, pour créer un... Vous voyez, hein, c'est joli, une sorte de transparence d'eau. Je rebaisse le noir. Il faut être subtil, il ne faut pas aller trop loin. Et peut-être bleuter un tout petit peu. Voilà. Vous voyez, à aucun moment je travaille sur les couleurs séparément. On peut modifier les teintes de la prise de vue. Ça marche très bien pour moi en architecture, dans l'espace urbain, l'espace artificiel. Mais dans l'espace naturel, j'essaye de toujours travailler sur les températures de couleurs. Ça me permet, en fin de compte, de toujours préserver la naturalité de l'image. Car on peut maintenant, encore une fois, avec des outils de ciblage très précis, on peut modifier, transformer une image. Pourquoi pas? Mais dans l'espace naturel, c'est pas ce que j'aime le plus en tout cas. Ok? Donc là, je trouve ça plutôt pas mal. Alors peut-être un peu trop. Je vais compenser. Voilà. Ok? Donc là, je vais l'appeler touche couleur 0,1 parce qu'on aura peut-être d'autres. Hein. Et là, j'aimerais bien ici aussi en appliquer une. Alors, je pourrais dupliquer celui-ci et l'appliquer en haut à gauche. Mais voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes matières. Et moi, je n'ai pas pour habitude de faire ça. J'aime bien travailler chaque zone parce que chaque zone, au-delà du fait que cette image est unique, puisque la lumière est unique, et il y a aussi des matières qui sont un peu différentes, l'orientation par rapport au soleil. Donc moi, je préfère refaire encore un radial, venir ici, peut-être un peu plus étroit. Ouais, je vais l'élargir un tout petit peu. Je vais augmenter l'exposition, voilà, un tout petit peu, et baisser un peu le noir. C'est pas grand chose, mais je trouve que ça participe un peu à la dynamique du premier plan. C'est-à-dire que quand vous avez un premier plan qui est relativement sombre, ne faites pas l'erreur de forcément éclairer tout votre premier plan, puisqu'en fin de compte, vous allez fadir votre image et vous allez casser la perspective donc de l'image de votre composition. Là, une belle perspective, une belle profondeur qui est apportée par, encore une fois, les liens, enfin les éléments visuels, les passerelles et le pont. On a aussi le soleil qui attire le regard. On a cette opposition ton chaud, ton froid qui fonctionne très bien. Mais si vous avez un premier plan qui est trop sombre, je vois trop de personnes qui éclairent la totalité du gros plan. Non, parce qu'en éclairant la totalité du gros plan, vous allez tout simplement, on va dire, casser la dynamique visuelle de votre prise de vue. Privilégiez un travail par zone, car en éclairant quelques petites zones, vous aurez la sensation, encore une fois, avec cette acutance visuelle, avoir l'impression d'avoir un premier plan relativement éclairé, mais en gardant une densité naturelle. Ça, c'est très important. Donc là, je vais l'appeler pareil. Touche couleur 0,2. Ok, on revient. Je regarde. Peut-être ici bleuter encore un peu le bas. Léger, mais vraiment léger. Donc on va faire radial, enfin linéaire, pardon, ici. Bien dilué comme ça. Je vais masquer. Et je vais bleuter un tout petit peu. Oui, regardez. Très léger. Et ça permet, encore une fois, de renforcer, puisque c'est l'esprit de ce développement, renforcer la présence centrale du soleil, puisqu'on a un point jaune très fort au centre de l'image, jaune qui est la complémentaire du bleu, ça fonctionne très bien. On a une belle harmonie complémentaire, mais en plus, on a tous des éléments
dans cette composition, tout fait en sorte que le regard soit attiré par le centre de l'image. Les composantes visuelles, donc les guides visuels, la passerelle, le pont, le bleu qui englobe donc cette source lumière jaune, et donc on ne voit plus que ça. Si on regarde maintenant globalement, avant, après. Alors ici, sur cette partie-là, comparé à la partie droite, peut-être que c'est un peu trop dense. Une petite dernière intervention. Alors ça, je vais l'appeler dégradé bas, plus bleu. Et je vais en rajouter un autre, un linéaire sur la partie... Alors pas grand-chose, hein, vraiment dilué au maximum. Je masque et j'ouvre un tout petit peu l'exposition. Très léger, pas plus que ça. Et garder l'harmonie entre la gauche et la droite. Ok? Avant, après. F, plein écran. Et moi, je trouve que ça fonctionne très très bien. Alors, il y a des petites choses qu'il faut peut-être faire. On va zoomer ici, au niveau donc de l'avion. On va aller sur supprimer. On va désactiver l'affichage des défauts. On va activer donc l'IA générative. Et on va venir tout simplement ici. Et on fait supprimer. Et ça marche très très bien. Profitez-en, hein, puisque maintenant on peut supprimer les éléments. On n'a pas forcément ce besoin d'aller sur Photoshop. Et ça fonctionne très bien. Hein. On a donc 3 propositions. Une proposition, deuxième proposition, troisième proposition. De toute façon, franchement, les 3 fonctionnent très bien. Je vais prendre la 2. Et ça marche très très bien. Ok? Ensuite, on a plus bas, ici, le bateau. C'est un choix. Moi, je trouve que ça anime un peu. Alors, si vraiment vous êtes dans une recherche de pure esthétique, on peut le supprimer. Pareil, on prend l'outil ici, donc la gomme, avec l'IA générative. Et on va venir indiquer la zone à supprimer. Hop. Supprimer. Donc ça met un certain temps puisque vous travaillez avec le serveur d'Adobe. Et donc on regarde 1, 2. Les 3 se valent. Ok, on va regarder celle-là. Donc voilà, le choix de la suppression du bateau pas, c'est un choix personnel. Moi je trouve que dans une recherche de pure esthétique, sans le bateau, c'est plus intéressant. F, plein écran. Voilà donc le développement, j'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, c'est un développement qui correspond à ma sensibilité. On avait déjà une très belle prise de vue. J'ai fait juste en sorte que cette image devienne donc une image qui corresponde à l'univers d'Antonio Gaudencio. Donc vous avez compris, au-delà de ce travail de composition, au-delà de la technique appliquée pour gérer cette qualité de lumière, donc de contre-jour, qui n'est pas si simple que ça, donc à gérer, j'ai appliqué un développement lié à ma sensibilité, mais aussi dans le sens de la lumière. Et ça, c'est très important. Ne contredisez jamais donc l'architecture naturelle de votre image apportée encore une fois par la lumière, puisque là, on est dans l'espace naturel. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et donc, avant de passer aux questions-réponses, un peu de pub pour mon travail d'auteur photographe et de formateur. N'hésitez pas à visiter mon site antoniogalencio.com. Vous pourrez faire l'acquisition de mes livres de photographie, des tirages d'art, et aussi bien sûr mon site de formateur, avec la possibilité donc soit d'utiliser votre compte formation personnel, donc votre compte CPF pour participer à mes formations en présentiel, Lyon, Paris et Missillac en Bretagne, avec un module 1 et un module 2, donc je vous laisserai découvrir sur mon site www.j'adorelaphoto.com, avec la possibilité aussi d'intégrer la prochaine rentrée de ma masterclass, le parcours photographie et créativité 100% Photoshop. Vous l'avez compris, ça s'adresse avant tout à des photographes qui ont envie d'aller beaucoup plus loin que la réalité, donc à des photographes créatifs. Vous avez aussi bien sûr la possibilité d'acquérir des tutos en téléchargement. Donc voilà pour cette petite fenêtre promotionnelle. Je vous propose de passer maintenant aux questions-réponses. C'est parti. Voilà. Hello, hello. Alors, on est conscient qu'il est 19h33. Donc, Antonio, il vous a fait sa présentation, il a fait sa petite pub et il n'y a pas de souci avec ça. D'ailleurs, si vous voulez le suivre, vous devez voir apparaître, et dites-nous dans le chat si vous voyez apparaître ces éléments-là. Vous pouvez suivre Antonio soit par exemple sur Insta, soit sur sa chaîne YouTube. J'adore la photo.com. Et son site web, c'est j'adorelaphoto.com. Mais comme ça, vous avez plein d'options si ça vous intéresse de suivre son travail. Là, on a parlé lumière, on a parlé heure magique.
mais il y a plein d'autres sujets qu'il aborde. Hein. On ne se restera pas du tout au thème de ce soir. C'est même assez riche, je trouve, puisque ça fait quoi? Combien d'années, Antonio, que tu fais de la formation et que tu diffuses ton savoir sur la photo? 11 ans, un peu presque 12 ans maintenant. Ouais. Plus Donc, tous les workshops que Antonio a pu faire, certains qu'on a fait ensemble sur la gestion des couleurs, le calibrage des écrans, la possibilité de faire de l'étalonnage à l'écran et de l'épreuvage à l'écran, c'est-à-dire simuler à l'écran une sortie sur un papier, par exemple Canson, Annemule ou d'autres, et pouvoir repérer quelles seront les couleurs imprimables et celles qui ne le sont pas. Tout ça, c'est des sujets que vous pouvez aborder en regardant certains des tutos et des ça fait combien formations. d'années qu'on propose des webinaires d'ailleurs? Ouais, ça fait 16 ans que j'en fais. Et on collabore ensemble depuis une dizaine d'années, je crois. Ouais, facile. Alors, donc là, vous avez les possibilités de suivre le travail d'Antonio. Et puis, Je développe mais... j'ai dû arrêter ça normalement. Oui, c'est bon. Hop là. Et puis, au niveau de l'offre revendeur. Eh bien, c'est très simple. Comme c'est un webinaire qui est sponsorisé par deux marques, qui s'appelle BenQ, c'est un fabricant d'écrans, des écrans de qualité. La gamme SW, ce sont des écrans professionnels pour les photographes et les graphistes, qui se distinguent, je dirais, des écrans bureautiques que vous croisez peut-être par le fait qu'on est sur une dalle qui est mate, très légèrement satinée, avec des écrans qui ont une gamme de couleurs qui dépasse Adobe RVB. Alors oui, officiellement, ce sera marqué 98% d'Adobe RVB, mais parfois, si vous regardez bien, si vous faites un profil colorimétrique en calibrant proprement votre écran avec un petit outil comme ça, par exemple, vous pourrez voir que, en fait, l'écran, il n'est pas à 100% partout, mais il y a des zones sur lesquelles il dépasse. C'est des écrans qui sont faits pour les photographes, pour les gens qui s'intéressent au travail sur l'image, la photo, d'ailleurs la vidéo aussi pour ceux qui font de la photo et de la vidéo. Et donc la gamme BenQ SW, c'est une très bonne alternative à des marques qui sont réputées, mais souvent nettement plus chères. Voilà, vous comparerez, hein, si vous êtes grand, vous savez faire ce qu'il faut. Et puis l'autre acteur, donc c'est ce que je montrais, Calibrite, qui est probablement le premier fournisseur au monde d'appareils de mesure et de calibrage pour les écrans, les appareils photo et les imprimantes. Pour les appareils photo, on fait des petites chartes comme ceci. Il y a des offres, je pense, assez intéressantes en ce moment là-dessus. Et on ne va pas aborder dans le détail comment ça marche tout ça. Mais si ça vous intéresse, vous verrez, je vous donne un lien au niveau du mail que je vous envoie demain, avec la possibilité d'aller revisiter des précédents webinaires, d'aller vous renseigner sur ce que font BenQ pour la France et Calibrite pour la partie contrôle et gestion des couleurs. Bien entendu, ces produits sont disponibles chez les revendeurs avec lesquels vous aimez travailler, avec une offre spéciale ce soir de Graphique Réseau qui vous donne 5% de remise sur les écrans BenQ pour des commandes avant le 3 juillet. Voilà. Si jamais c'est l'occasion pour vous de faire évoluer votre matériel, de remplacer un écran qui commence un petit peu à tirer la patte, eh bien, n'hésitez pas, ça peut être un bon moment pour faire ça. Voilà pour la partie, je dirais, page de pub. C'est terminé et on passe maintenant à la troisième partie de ce webinaire, la session questions-réponses. Alors, moi, j'ai noté quelques questions et puis vous allez nous dire. Je regarde. Je te lance une première question. Donc, en bracketing, est-ce que c'est important de rester en RAW? Oui, obligatoirement. C'est très important. D'ailleurs, toutes les prises de vue, je vous conseille de systématiquement, en permanence, de shooter en RAW, puisque la latitude du RAW, puisque c'est la matrice, hein, c'est le fichier matrice de votre boîtier, vous proposera énormément de latitude. On peut faire de très très grandes choses sur la base d'un fichier négatif numérique. Le RAW, il faut faire le parallèle avec le négatif de l'époque, quand on était en argentique, c'est la matrice, c'est la base de notre travail.
Et donc, ça permettra d'avoir une belle latitude. Donc, vous pouvez bracketer en RAW, -1, 0, +1. Et après, sous Lightroom, maintenant, on peut même se permettre maintenant, avec les nouveaux logiciels et les nouveaux algorithmes proposés par Adobe, Lightroom ou Photoshop, de pouvoir, puisque il y a le bracketing exposition, mais après, il faut bien sûr fusionner tout ça. Mais les algorithmes proposés par Lightroom directement depuis le logiciel, en se basant sur les 3 RAW, nous proposent on appelle ça un HDR, High Dynamic Range, donc une photo à forte dynamique de lumière. Après, il faut le contrôler. Il ne faut pas toujours faire. Je ne suis pas adepte des algorithmes, donc ça, c'est en toute franchise avec vous. Mais ça permet d'avoir une bonne base de travail et peut-être après, il faut rectifier. Mais oui, il faut shooter en RAW, ça, c'est obligatoire. Très bien. Alors, les autres questions. Vas-y, choisis une de celles que tu as pu voir, Antonio. Un peu intéressant. Hein. Ouais, le travail sur zone. Beaucoup parlent de ce travail sur zone. C'est un peu la baguette magique que je vous propose de découvrir aujourd'hui. C'est que oui, j'aime, et ça, c'est mon côté peintre, puisqu'avant de faire la photographie, j'ai fait les beaux-arts. Et n'hésitez pas, c'est avec la puissance qu'on a maintenant, avec les logiciels qu'on a maintenant, de profiter de cette possibilité de travailler par zone. Vous globalisez votre travail, vous avez vu, au niveau de la présentation. J'ai formaté techniquement mon image. Et après, vous pouvez travailler sur le ciel, le premier plan, mais après, en mettant des petites touches, comme l'exemple au niveau du premier plan, j'ai trouvé le premier plan qui était un peu sombre, et souvent, on a l'erreur d'éclairer le premier plan. Mais en éclairant le premier plan, vous écrasez la dynamique de votre lumière. Donc, privilégiez un travail par zone, et ça permet aussi, ce travail par zone, de guider le regard. Ça veut dire que faut savoir que l'œil humain est attiré par la lumière, par la couleur. Et si vous venez travailler par zone, vous allez tout simplement modifier la perception de l'image et peut-être tout simplement guider le regard vers la zone que vous voulez révéler. Et ça, c'est très important. C'est vraiment c'est de la magie. C'est ça, la petite baguette magique. C'est que travailler par zone, définissez quels sont les impacts, éclairez, éteignez, et vous pouvez rééquilibrer votre image et donner un supplément d'âme. Ça, c'est vraiment l'astuce que je vous donne ce soir. Ok. Alors, il y a une question sur les écrans BenQ. Vous avez deux 27 pouces qui sont très intéressants. C'est le SW272U et le SW272Q. Plus par cœur. Il y en a un qui est un 2K, l'autre qui est un 4K. Suivant votre budget, vous irez sur l'un ou sur l'autre. Ce sont des super écrans. Toi, tu as lequel, Antonio? Là, j'ai le SW. Là, c'est un 32 pouces, c'est le SW Ok, 300. passé sur le 32. Ouais. Mais, j'ai récemment, pour mes formations, justement, acquis des 24 pouces, les dernières générations. Les SW 240, je crois, quelque chose comme ça, qui sont très, très bien. Très, très bien déjà pour travailler. Oui. Et en budget, on est en dessous de 600 euros. Oui, ils sont autour de 500 euros, surtout avec les 5%. Un peu moins que 500 euros. Ouais. Et c'est ce que je dis souvent, aux personnes. Les personnes me disent oui, mais j'ai acheté le dernier PC ou le dernier Mac, ça m'a déjà coûté un bras. Très clairement, les écrans ne sont pas faits pour la retouche, il faut être très clair. On peut se dépanner, mais pour une recherche de qualité, il faut un écran art graphique. Et je leur dis, mais dans ce cas-là, vous gardez votre PC. Moi, c'est ma solution. J'ai mon MacBook et j'ai mon écran à côté de moi. Achetez un écran auxiliaire, donc chez BenQ ou équivalent, on a des 24 pouces de qualité art graphique, donc avec les bonnes normes art graphique, qui sont à des prix abordables, parce qu'on est quand même à moins de 500 euros. Il y a quelques années, c'était pas ce prix-là. Hein. Et ça permet, en fin de compte, de connecter sur votre ordi et de profiter à la fois de votre portable comme unité de calcul et d'avoir un bel écran, donc de travail auxiliaire, qui est un écran pour la retouche. Et ça, c'est plutôt la bonne solution. Très bien. Pourquoi pas de filtre polarisant à la prise de vue et pas de vignettage sur le traitement? Moi, il m'arrive de rajouter un vignettage créatif quand je veux des accès. Ça veut dire que là, je vous l'ai dit dans la vidéo, le vignettage, parce que le vignettage technique est un vignettage dû au fait qu'on utilise des lentilles rondes. Ça, on sait, ça vient dans les angles. Et les profils de correctif d'optique vont les supprimer, vont débomber l'image, donc compenser la courbure de champ, et vont enlever le vignettage. Là, comme j'ai une lecture centrale autour du soleil qui est en plein centre de l'image, le vignettage technique participe donc à cette lecture. Mais il m'arrive de le supprimer, et quand j'ai une lecture des accès, c'est-à-dire que mon sujet n'est pas au centre, mais à droite ou à gauche,
de le supprimer et d'en créer un ensuite au développement avec un filtre pour donc créer une sorte de vignettage, cette fois-ci numérique, créatif, pour désaxer le regard et amener encore une fois le regard vers la partie la plus intéressante de mon image. Et donc ça, c'est vignettage. Et après, c'était quoi l'autre partie de la question? Je reviens. Pourquoi pas de filtre polarisant à la prise de vue et pas de vignettage sur le traitement? Donc, Mais vignettage, c'est répondu. là le polarisant, c'est totalement contre nature puisque je voulais mon reflet. Attention, sur un milieu, si vous utilisez un polarisant au bord de l'eau, avec un lac ou un miroir, vous allez supprimer le miroir, le reflet. Là, je voulais le garder. Donc, c'était totalement contre nature par rapport à la démarche de la photo. Bien. François, il dit ce que tu regardes, c'est pas ton ordinateur, c'est ton écran, il est donc capital, avec 2 précisions. Encore faut-il que votre écran soit capable de reproduire ce que votre capteur de votre appareil photo a chopé. Et c'est pour ça qu'on parlait de la gamme de couleurs dont l'écran est capable. Il faut savoir que les écrans bureautiques travaillent sur une norme qui date de 1974 par défaut. C'est le SRVB, standard RVB, ça date de 1974, ça commence à dater un peu. L'Adobe RVB de 1998, c'est 1998. Les écrans qui s'en approchent ou qui ont cette dynamique de couleurs vous permettent d'exprimer plus de couleurs et donc vous allez voir plus des détails de votre boîtier et aussi plus de gradation des tons. C'est pas un gadget, c'est important. Donc un écran bureautique ou un écran qui est très bon pour le gaming peut avoir un super taux de rafraîchissement, mais est une vieille buse, désolé, pour le rendu des couleurs. Et les écrans graphiques dont parlait Antonio, c'est pas les mêmes gammes, c'est important. Et le deuxième point, bien sûr, un écran comme ça, il en est capable. Ensuite, il faut bien le régler, c'est ce qu'on appelle le calibrage de l'écran. Donc, je vous remontre, il y a des appareils, des petites sondes qui vont vous permettre de bien les régler. Et si une sonde vous paraît un peu chère, vous pouvez l'acheter dans le cadre d'un collectif ou au niveau d'un club, on peut se la prêter, c'est pas non plus la fin du monde. Et bien, cette sonde, elle va vous permettre de vous assurer que votre écran, il rend les couleurs sans les déformer. Alors, la majorité des fabricants d'écrans, pour des raisons totalement commerciales, ont tendance à vous mettre trop de bleu parce que ça fait vendre des écrans, parce que le bleu attire plus l'attention. Et très simplement, en calibrant votre écran, dans la majorité des cas, même si ce n'est pas un écran graphique, le calibrer, ça vaut le coup, vous allez avoir une baisse de la luminance, c'est la quantité de lumière émise par l'écran, une réduction de cette dominante bleue qui risquerait de vous faire des bêtises au niveau de la retouche, parce que tout ce qu'Antonio vous a montré, imaginez que votre écran ne soit pas calibré, ce serait comme de jouer d'un instrument de musique qui n'est pas accordé, et vous allez faire des fausses notes, et vous allez avoir des images qui vont être ratées quand vous les imprimez sur votre imprimante ou que vous les faites imprimer, tout simplement parce que l'écran, il est à côté de la plaque. Voilà, donc ça c'est quand même assez important de le repréciser. Alors, je reprends, j'ai vu passer une question sur l'exposition à droite, donc de Gilbert. L'exposition à droite, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va décaler l'histogramme à droite pour, en fin de compte, récupérer un maximum d'informations dans les hautes lumières. Et tout naturellement, comme on décale l'histogramme à droite, pour, encore une fois, préserver un maximum d'infos sur les hautes lumières, on va éclairer un peu plus les ombres. Mais attention, c'est une prise de vue purement technique. Après, il va falloir rectifier tout ça. Mais c'est une très, très bonne solution. C'est-à-dire qu'on se repose sur la dynamique des capteurs. Il faut connaître la dynamique de son capteur, ses capacités techniques à encaisser les fortes lumières. Mais il y a des capteurs qui sont capables d'encaisser des EV, enfin des exposure value ou des stops de différence. C'est à vous de connaître ça. Mais c'est une très bonne technique. Après, dans certaines situations de contre-jour très fort, l'histogramme à droite est totalement largué. Il faut passer sur le bracketing ou l'utilisation d'une filtration. Alors, question au sujet de mettre en valeur des reflets lumineux avec les effets paillettes, argentées, irisées, qu'on peut vouloir prendre sur de nombreuses matières, mais qui me donnent systématiquement une couleur grise terne, peu importe le matos. Est-ce que la retouche est la seule façon de rattraper ça? À mon avis, si c'est des filtres un petit peu automatisés, ça ne m'étonne pas que ça ternisse. Mais ton sentiment, Anthony? Ouais, de toute manière, là, vous l'avez vu sa vidéo, quand vous reposez sur une bonne prise en charge de votre photo avec une bonne gestion de la température, vous l'avez vu, l'architecture couleur, elle est très belle. Et après, c'est à vous
de ne pas utiliser, par exemple, le curseur saturation. Je vais être franc avec vous, le curseur saturation qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça dans tous les logiciels d'Adobe, pour moi, c'est totalement contre-productif en termes de préservation d'une belle couleur bien propre, enfin avec une belle clarté de couleur, puisque si vous désaturez, vous allez vers le gris. Donc n'utilisez pas forcément ce truc. Apprenez à gérer la lumière, apprenez les curseurs de luminosité. Vous arriverez toujours à travailler ce contraste, mais tout en préservant une belle couleur. Il faut aussi être capable d'analyser ces couleurs-là. Si vous sentez que votre intervention est en train de griser, est en train de tuer ce petit bleu pastel ou cette petite paillette dorée, c'est que ce n'est pas la bonne solution. Il y a d'autres solutions. Travaillez sur la lumière. Parce que quand vous travaillez sur la lumière et sur la température sur vos images, c'est le meilleur moyen, encore une fois, de préserver les belles couleurs que la nature nous donne. Et ça, c'est très important. Un petit point entre nous avec Antonio, on a toujours tendance à dire faites très attention, quels que soient les curseurs. Alors en plus, je viens de vous dire, celui de saturation, on va l'utiliser le moins possible parce que en fait, on s'en sort mieux, on a des résultats plus précis sans y toucher. Mais pour les autres curseurs, si vous allez jusqu'au bout, vous poussez ou vous tirez trop le curseur, nous on appelle ça le boucher de la photo. Et donc, vous laissez pas avoir les plus belles photos. Souvent, ça se joue dans la finesse, ça se joue dans le choix de traiter les couleurs par zone avec les outils de masquage, par exemple, qui vont vous permettre de préserver toute une partie de la photo et de venir retoucher une petite partie. Alors oui, des fois, c'est un peu plus de travail. Oui, ça ressemble à de l'artisanat, mais le résultat, à la fin, vous serez probablement plus fier de votre résultat et de vos photos. Mais tu as dit le mot qui, moi, me touche particulièrement, l'artisanat. Ça veut dire que soit, on le sait très bien, c'est la philosophie maintenant de tous ces outils d'assistance qui sont très bien parce que ça augmente la productivité, mais il faut, tout ce qui est assistance, il faut aussi avoir la capacité de contrôler le bienfait de cette assistance. Est-ce que ça me fait gagner du temps? Est-ce que ça remet en question ma sensibilité? Et je pense que cette philosophie artisanale où on va utiliser... moi, je préfère vous apprendre à utiliser des bons outils historiques qui existent depuis toujours, qui sont basés sur la lumière, le contraste, sur la compréhension de l'image, avec des petites touchettes. Vous l'avez vu sur cette photo. Je veux dire, c'est parce que je vous l'explique, mais sinon, ça me prend 10 minutes de travailler ma photo. Donc, si vous comprenez votre image, votre lumière, et que vous savez exactement vers où vous voulez diriger, avec des outils très simples et cette compréhension, vous allez préserver, encore une fois, entre guillemets, ce côté artisanal qui donne des résultats, puisque ce travail manuel sur vos photos, il est forcément lié à votre sensibilité. Tandis que si vous confiez votre travail à des outils automatisés, vous confiez votre sensibilité donc à une machine, et c'est pas forcément ce qui est très intéressant. Il est 19h52, on va terminer là, et moi ce que je demande toujours à la fin de ces webinaires, c'est Antonio, as-tu un conseil pour nos amis et amis qui nous ont suivis ce soir? Un conseil, une idée, voilà, et ce sera le mot pour la fin. Quant à moi, je vous remercie toutes et tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Faites attention à vous. Vous mettez pas en danger parce que orage, grêle, etc. Des fois, c'est hot en ce moment. Passez un très bel été. Et donc, le mot pour la fin, à Antonio. Vas-y. Ben écoutez, moi, très simple, il n'y a pas de secret. Prenez le temps d'observer votre milieu. Prenez le temps d'arriver sur votre spot. Prenez le temps d'observer là où vous êtes. Prenez le temps de regarder la lumière. Prenez le temps de la comprendre. Immergez-vous dans votre milieu, en espace naturel ou espace urbain, puisque c'est la même chose. L'espace urbain demande de l'observation, puisque l'espace urbain est un espace en mouvement perpétuel. Mais en espace naturel, prenez le temps de cette belle lumière qui vient nous bénir, nous réchauffer, nous refroidir. Et en prenant ce temps de l'observation, vous allez vous apercevoir qu'en fin de compte, vous allez prendre une photo, non pas pour prendre une photo. C'est-à-dire que je n'ai pas pris une photo parce que c'était joli. Je prends une photo parce que j'ai envie de prendre cette photo et je sais ce que je veux en faire. Et si vous savez pourquoi j'ai pris votre photo, quand vous allez vous retrouver devant votre logiciel de développement, peu importe lequel, et que vous avez la connaissance, donc vous avez cette mémoire de la prise de vue, donc du moment où vous avez pris votre prise de vue, vous savez en fin de compte comment aborder votre image, vous gagnerez du temps et vous verrez, vous prendrez beaucoup plus de plaisir. Merci à tous.
Ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Au revoir. Ciao, à bientôt.